Bienvenue à cette table ronde sur le second degré, discipline linguistique et non linguistique. Alors, nous avons réuni autour de cette table différents intervenants que je vais vous présenter. Vous allez voir, leurs activités sont très complémentaires dans le domaine de l'enseignement de disciplines dites non linguistiques ou DNL en langue seconde ou dans une situation bilingue ou plurilingue. Dites non linguistiques car elles comportent toutes des enjeux linguistiques et que leur enseignement et leur apprentissage passent par le discours en classe dans lequel les enseignants et les élèves négocient ensemble les savoirs. Les 7 intervenants s'intéressent donc tous et interviennent dans une forme ou une autre d'enseignement qui intègre un travail sur les disciplines non linguistiques et sur les langues, qui intègre aussi l'apprentissage de plusieurs langues, vu que le travail sur les disciplines non linguistiques se déroule en langue seconde ou fait appel à plusieurs langues. Ils sont chercheurs, enseignants, il y a aussi une inspectrice de français, d'anglais, d'allemand ou de disciplines non linguistiques et pourront nous éclairer sur la thématique à partir de différents points de vue. Il y aura donc 2 interventions en binôme en lien avec un même projet et 3 interventions individuelles. Je vais commencer par présenter les intervenants. Donc, je vais commencer par la gauche, de gauche à droite. Ingrid de Saint-Georges, qui est professeure assistant à l'Université du Luxembourg. Ensuite, Catherine Lidoire, enseignante de physique chimie en français et en anglais DNL au lycée Jean-Paul Sartre à Bron. Puis Michel Jaillet, inspectrice d'anglais dans l'Académie de Lyon. Ensuite, je vous présente René Grayling, enseignante d'anglais à l'École internationale Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Laurent Guidon, enseignant de français également à l'École internationale Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ensuite, tout loin là-bas, à droite, Rita Carroll, maître de conférence à l'Université de Strasbourg, qui travaille également au sein du laboratoire ICAR, qui travaille avec Peter Griggs, professeur de linguistique et de didactique à l'Université de Lyon, au département des études du monde anglophone, et qui travaille également au sein du laboratoire ICAR. Alors, je vous propose de procéder ainsi. Je vais passer la parole aux différents intervenants et ensuite vous laisser la parole pour des questions et enchaîner. Et si on a du temps sur un débat, vous pourrez échanger aussi avec les intervenants. Donc, je propose tout d'abord de procéder en 2 temps. Je propose à chaque intervenant ou binôme d'intervenants de présenter le contexte et le cadre particulier dans lequel vous travaillez ou le projet particulier autour duquel vous êtes réunis ici. Et ensuite, j'ai prévu une même question pour tout le monde. Donc tout d'abord, je vous propose d'intervenir 7 minutes maximum pour poser le cadre et laisser le temps ensuite pour la question et si possible le débat. Pour commencer, je me tourne vers Ingrid de Saint-Georges. Alors vous travaillez dans une université multilingue, l'Université du Luxembourg, qui est un pays multilingue. Je vous laisse nous présenter la situation particulière du Luxembourg. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Donc les organisateurs, je pense, m'ont surtout invité pour témoigner, pour qu'il y ait un représentant du Luxembourg ici. Et ma mission aujourd'hui, ça va être de vous parler surtout du point de vue de l'Université du Luxembourg, qui est une université trilingue. Mais je pense qu'il y a beaucoup de points communs avec ce qui se vit à l'école secondaire ou à l'école primaire et qu'on a des problématiques communes. Et donc, ce master dont je voudrais vous parler est un master qui porte sur les apprentissages et la communication en contexte multilingue et multiculturel, et qui est un master donc en français, allemand et anglais. Et les modes d'enseignement sont pour certains monolingues dans une de ces 3 langues, pour certains bilingues, pour certains trilingues et pour certains incluant même davantage de langues. Donc je vais parler de ça. Bonjour, je suis donc Catherine Lidoire, je travaille au lycée Jean-Paul Sartre à Bron. J'enseigne la DNL en anglais et donc la problématique c'est justement cet enseignement dans une langue étrangère, comment l'aborder,
avec aussi comme contrainte le fait qu'on n'ait qu'une heure par semaine avec un groupe de 24 à 25 élèves. Donc cette problématique est centrale, sachant que l'examen en terminale se compose de l'étude d'un document écrit et l'élève doit le commenter à l'oral uniquement. Voilà, donc ça c'est, je dirais, le défi pour accomplir cette mission. Et tout le questionnement se porte sur les activités à construire. Donc c'est ce que je présenterai tout à l'heure. Bonjour, donc je suis Michèle Jaillet, donc inspectrice IAIPR dans l'Académie de Lyon. Avant d'être à l'inspection, j'ai enseigné l'anglais pendant de longues années avec des publics très différents. Je dirais que je suis plus un témoin qu'un acteur, peut-être, dans l'enseignement des langues maintenant, mais quand même, je pense que j'ai l'immense chance d'être parmi les rares personnes qui peuvent entrer dans une classe et voir ce qui se passe. Et je crois que c'est une immense chance et en tant qu'IPR, on essaie d'en faire profiter tout le monde. C'est-à-dire que souvent, on est vu comme celui qui arrive pour mettre la note pédagogique. C'est loin d'être notre souci premier. Et le fait de repérer des pratiques très intéressantes, sans dire innovantes, hein, des choses qui marchent, je pense que pour nous, c'est essentiel de les repérer et ensuite de les diffuser, de les faire partager par d'autres, de pouvoir aussi réfléchir avec les professeurs qui souvent se sentent très isolés dans leur coin. Et à travers de nombreux dispositifs qui existent dans l'éducation nationale et qui vous ont déjà été énumérés hier par Madame la rectrice, je crois qu'on voit quand même, peut-être pas un tournant, mais en tout cas un développement de pratiques qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années et en qui on croit de plus en plus et qui, je pense, prendront de plus en plus d'importance dans les années futures. Enfin, je parle sous le regard d'un inspecteur général qui peut-être dira que non, c'est pas vrai, mais je pense pas. Oui, donc René et moi intervenons donc sur le même établissement et avons engagé un travail, une réflexion commune, une recherche pratique, disons, répondant à un questionnement sur le contexte plurilingue dans lequel nous intervenons, savoir l'École internationale de Manosque. René et moi sommes tous les deux professeurs de langue et de littérature. Nous avons exactement la même discipline quelque part, sauf que je suis professeur de et en français, elle est professeure de et en anglais. Donc notre questionnement porte effectivement, mais est-ce qu'il y a moyen d'harmoniser les pratiques? Est-ce qu'il y a moyen de faire converger notre enseignement et d'apporter un plus pour les élèves d'un niveau, un bénéfice linguistique, bénéfice culturel, bénéfice pour la discipline? Voilà, et c'est ce qui a motivé notre travail dans lequel donc Rita et Peter nous accompagnent depuis 2 ans. Bonjour. Ça marche. Bonjour. Donc nous sommes tous les deux chercheurs à ICAR. Et moi je suis à l'université de Lyon 2 où je forme des enseignants pour le secondaire, mais pour enseigner la langue étrangère. Alors, cette recherche, donc en collaboration qui est en cours, on a une collaboration avec l'École internationale de Manosque, s'inscrit dans un LEA, un projet LEA. Ça veut dire lieu d'éducation associé, financé par l'IFE, et qui entraîne une implication d'une équipe de chercheurs dans un établissement d'éducation pour mener une recherche-action en collaboration avec des acteurs de l'établissement. Et donc ce projet de Laurent et René nous a intéressés d'emblée parce qu'il semblait aller tout à fait dans le sens de ce qu'on pourrait considérer comme un véritable enseignement plurilingue et interdisciplinaire. Non seulement
il y a construction simultanée de savoirs disciplinaires linguistiques, mais ce qu'il propose, c'est un décloisonnement des contextes dans lesquels les savoirs s'acquièrent. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y a donc des transferts et consolidations de savoirs portant sur le même domaine, le même de la littérature. Un renforcement de l'articulation entre les deux systèmes linguistiques, même si, bon, on a constaté qu'il n'y a pas tellement d'alternance codique dans les interactions. Et aussi cette idée d'un rapprochement interculturel de par la possibilité de comparer la manière dont les concepts analogues sont traités dans des cultures éducatives différentes. Et là, on vise ainsi les élèves dans leur intégralité cognitive, langagière et culturelle, et ce qui risque d'entraîner un traitement plus holistique, complexe et approfondi de ces savoirs. Donc, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Non, il a presque tout dit. C'est juste, je suis Rita Carole, je suis enseignante à l'Université SP de Strasbourg et spécialisée dans la didactique de l'enseignement bilingue. Et je passe la parole à Gabriel. Voilà, alors la question que j'aimerais vous poser, elle est double, en quelque sorte. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans votre parcours à vous intéresser à l'enseignement bilingue ou à une situation bilingue d'enseignement ou un enseignement de DNL en langue seconde? Et surtout, est-ce que votre intervention dans une telle situation, est-ce que vos pratiques ont changé? Est-ce que peut-être votre regard ou votre manière d'appréhender l'enseignement, apprentissage, savoir tant linguistique, disciplinaire, est-ce que ça modifie vos pratiques et comment? Alors, je voulais remercier Gabriela pour cette question parce que moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis, en fait, ce que je voudrais vous livrer, c'est un peu presque une évolution un peu naïve, les mouvements de pensée qui me sont arrivés en faisant ce parcours, parce que je pense que, de nouveau, peut-être que ces parcours sont partagés par d'autres et que ça valait la peine de les remettre en lumière. Donc, pour me situer un peu, moi, j'ai commencé à enseigner à Luxembourg il y a 5 ans. Dans ce système trilingue, et avant ça, j'avais toujours enseigné dans des endroits qui avaient plutôt un habitus monolingue. Donc voilà, c'était une découverte. Et je dirais que cet enseignement a transformé assez en profondeur ma manière de penser mon enseignement. Ça a conduit à beaucoup de remises en question, et ça conduit encore à beaucoup de remises en question. Alors, si je peux dire comme ça naïvement, ma première onde de choc, ça a été lié peut-être à la reconnaissance de la diversité de mes étudiants. Alors, pour vous donner une idée, cette année, sur 50 étudiants de notre volet, on a 27 nationalités représentées et beaucoup plus de langues parce que chacun de nos étudiants ont des parcours de mobilité très importants. Donc, ils sont souvent passés par plusieurs universités dans plusieurs pays avec différentes langues avant d'arriver chez nous. Et alors, c'est pas tellement qu'évidemment, j'avais pas conscience de la diversité avant, mais le choc pour moi, ça a été de me rendre compte qu'auparavant, je n'en avais jamais pris la mesure, je ne l'avais jamais pris en compte dans mes enseignements. Donc, ça veut dire que quand j'enseignais en Belgique ou à Genève, où j'avais évidemment aussi des étudiants non francophones, jamais je ne m'étais demandé quelles étaient peut-être la difficulté dans la manière dont je conduisais mes cours pour eux. Jamais je m'étais demandé quelles étaient leurs compétences linguistiques. Jamais je m'étais demandé si en termes d'évaluation, c'était problématique ou plus difficile pour eux de suivre mes cours. Donc là, je faisais très clairement partie de la majorité dominante qui n'avait jamais travaillé sur le plurilinguisme ou multilinguisme et ne se posait simplement pas ce genre de questions. C'était comme un point aveugle pour moi. Et arriver à Luxembourg et découvrir que ça avait été un point aveugle pour moi, c'était une sorte de révélation un peu choc, un peu difficile à vivre, mais voilà, il n'est pas trop tard pour se poser peut-être la question. Alors, deuxième problème, donc, si je n'ignorais plus alors cette diversité, qu'est-ce que j'en faisais ? Est-ce que je continuais un peu à l'ignorer quand même ? Je continuais avec mes habitudes confortables ? Ou bien est-ce que je la prenais en compte ? Et si oui, de quelle manière, jusqu'où, comment, etc. Alors au début, le problème ne s'est pas tellement posé parce que je donnais cours en anglais et tous mes étudiants comprenaient l'anglais, avaient un niveau d'anglais assez élevé et ça fonctionnait assez bien.
Et puis en septembre dernier, j'ai commencé à devoir donner le même cours en français. Et le problème, c'est qu'en français, j'avais des étudiants dans mes cours, j'ai des étudiants dans mes cours qui ne parlent absolument pas le français, ne l'écrivent pas, ne le lisent pas, etc. Et mon cours est un cours obligatoire. Je suis la directrice de ce programme, donc je les ai acceptés dans ce programme. On peut venir en étant bilingue, mais nous avons décidé de nous mettre le défi de rendre notre programme vraiment trilingue. Et donc, ça changeait un petit peu la donne sur la manière de réfléchir cet enseignement. Et donc, pour moi, la question, je me suis rendu compte que pour répondre à cette question, ça impliquait peut-être de changer un peu ma perspective sur la question de l'intégration. Un grand mot, évidemment. Je pense qu'inconsciemment, jusque-là, j'avais un peu l'idée que c'était quand même les étudiants qui devaient faire des efforts, s'adapter à mon cours, découvrir mes attentes, je les rendais plus ou moins explicites, je donnais des outils, etc. Mais face à ces étudiants que j'espère voir réussir et développer des compétences dans la matière que j'enseigne, je me suis rendu compte que j'étais plus si sûre que cette intégration allait dans ce sens-là. Je me demandais si ce n'était pas plutôt à moi de trouver des moyens de leur rendre accessible le contenu, même sans qu'ils parlent la langue d'enseignement, puisque ce contenu n'est pas lié à une langue propre et peut tout à fait être abordé de différentes perspectives. Et donc ça, une fois que je renverse la question, ça me demande à moi beaucoup d'ajustements, beaucoup de travail supplémentaire au départ, mais aussi, ça devient très intéressant et plus motivant. Donc je ne peux pas prendre beaucoup d'exemples, mais j'en prends peut-être 2 ou 3. D'abord, il me semble que j'ai surtout changé la politique linguistique de mes cours. Avant, je pense que je donnais majoritairement tout mon cours en anglais. Maintenant, je ne donne plus majoritairement tout mon cours en français. Et surtout, je privilégie dans les travaux de groupe la possibilité d'échanger dans n'importe quelle langue. Donc le français, l'anglais si c'est la langue commune, mais aussi toutes les autres langues que les étudiants partagent entre eux, parce que je me dis pourquoi est-ce qu'on se priverait de ces possibilités-là. Et donc ça devient très intéressant d'observer comment les étudiants, quand on leur permet ces ressources-là, trouvent évidemment des manières de s'enseigner entre eux la matière, de se la réexpliquer, de la mobiliser, de se l'approprier, etc. À mon avis, de façon plus intéressante que si c'était moi qui nécessairement présentais cette matière tout le temps et à chaque instant. Et puis, ce qui change aussi, c'est que les étudiants peuvent commencer, comme on disait tout à l'heure, à s'interroger ce concept qu'on discute. Est-ce qu'il a les mêmes contours dans ma langue et dans ta langue, dans ma culture et ta culture, etc. Et au niveau académique, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut commencer à faire un décloisonnement. On sait que les traditions scientifiques, elles sont quand même très, très étanches. Les anglophones ne lisent pas les francophones, etc., etc. Et ici, on peut commencer à faire des choses, c'est mêler les idées et les concepts, mais voir aussi tous les problèmes épistémologiques, culturels, linguistiques que ça pose. Et donc, ça devient aussi une plus-value, quelque chose à travailler dans les cours entre nous. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il était grand temps que je réhabilite le syllabus et la trace écrite. Parce que depuis que j'enseignais, je faisais globalement plutôt des PowerPoints, plutôt avec des points. Et au départ, même plutôt avec beaucoup d'images. Donc j'avais tendance à utiliser beaucoup de supports visuels et puis de raconter un récit autour. Mais le problème, c'est que ces supports visuels, quand les étudiants les reprenaient chez eux, ne leur servaient pas d'appui aucunement pour retravailler le cours, etc. Et donc là, j'ai produit maintenant l'exact équivalent en anglais du cours que je donne en français. D'abord pour que mes étudiants soient rassurés, même si vous ne comprenez rien à ce que je raconte pendant ces 3 heures, vous avez exactement la même chose, je vous le jure, dans cet autre document, vous pouvez le suivre. Mais aussi parce que ça devient une possibilité, de nouveau, de retravailler les concepts, mais aussi d'acquérir un lexique bilingue sur ces questions-là. Donc j'ai aussi un public très hétérogène. Certains connaissent déjà la matière que j'enseigne, d'autres la découvrent. Mais même pour cela, ça devient intéressant parce qu'ils me disent oui, je la connais, mais je ne la connais pas dans cette langue. Donc on peut aussi travailler de façon à ce que tout le monde y trouve un peu son compte à ce moment-là. Et l'avantage aussi, c'est que quand on a des documents écrits, des supports écrits, on peut aussi utiliser des outils de traduction et on peut maintenant aussi se les lire dans n'importe quelle langue. Alors on ne doit pas être trop à cheval sur les standards et la norme et on doit avoir un peu de créativité, d'imagination, mais on peut avoir accès finalement dans n'importe quelle langue, tandis que le super oral ne me permet jamais de faire ça. Donc voilà, j'ai aussi commencé à coopter un peu mes étudiants, à m'aider à collecter des textes de référence dans différentes, dans les langues officielles du programme, mais aussi dans leur langue, en russe, en chinois, en hindi. Donc chaque fois, j'ai un étudiant qui me demande « Mais est-ce qu'il y a un bon ouvrage sur l'ethnographie en russe ?»
Ben, je dis, je ne sais pas. Et si vous pouviez m'en trouver un et me dire si vous êtes utile, alors je trouverais ça très intéressant qu'on puisse l'ajouter à notre liste. Et là, on commence à se créer maintenant un pool de ressources collectives, mais ça permet aussi de voir, de dépasser un peu les ethnocentrismes. On voit qu'il y a certaines traditions qui sont très, très ancrées dans une culture de nouveau particulière. Et donc, je trouve que ça nous fait bouger aussi collectivement par rapport à cet ethnocentrisme qui est toujours un peu présent. Alors, et puis depuis que je donne ce cours en français, je vois que mes étudiants sont beaucoup plus motivés à suivre des cours de français à côté et développent des compétences qu'ils ne développaient pas avant, parce qu'il y avait avant la possibilité au fond d'éviter tous les cours en français ou tous les cours en allemand si on ne parle pas allemand, et d'être dans un programme trilingue, mais finalement de le suivre principalement en anglais. Donc en forçant maintenant les cours obligatoires dans les 3 langues, forcément on amène aussi à une situation où ils développent davantage de compétences dans les 3 langues, mais aussi on voit qu'en aménageant les conditions pour qu'ils se sentent les bienvenus, même dans ces cours où ils ne parlent pas la langue, on crée aussi, je vois des étudiants qui osent maintenant aller dans les cours de français, qui osent aller dans les cours en allemand, enfin pas les cours de français, les cours en français et les cours en allemand, alors qu'auparavant ils avaient peur de l'échec dans ces cours, ils ne voulaient pas avoir des mauvaises notes et donc ils évitaient même des cours où ils auraient pu éventuellement suivre. Alors voilà, c'est que quelques exemples, c'est vraiment, je dirais, des bricolages, et peut-être que tout le monde les réinvente dans son coin, j'en sais rien. Mais ce que ça me fait penser, c'est que finalement, pendant des années, j'ai cru que mon enseignement, il servait surtout à préparer mes étudiants pour l'avenir, à leur donner des compétences critiques, à développer leur capacité de réflexion, de faire des projets, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est aussi important, comme l'a dit Kevin O'Connor, de travailler les 2 bouts de la trajectoire. Pas seulement préparer mes étudiants pour l'avenir, mais préparer aussi les circonstances sociales pour que ceux qui en seraient peut-être exclus puissent commencer à être inclus. Donc moi, ce que je vois, c'est que je considère que ces cours et tous les laboratoires que probablement chacun fait ici, les innovations que chacun essaie de mettre en place, c'est aussi des façons d'essayer de construire des conditions sociales qui feraient la part plus belle aux identités plurielles des individus, à la richesse de leurs compétences, expériences linguistiques et culturelles, qui accorderaient plus de valeur à leur trajectoire de mobilité qu'on a souvent tendance un peu à ignorer, et plutôt, je dirais, que de continuer à simplement ignorer ou passer à côté de toutes de ces différentes richesses de leur expérience. Donc voilà, je pense que ces conditions sociales, on les prépare déjà aussi dans la façon dont on organise nos espaces de cours aussi, je crois. Donc je vais parler de la DNL. Pourquoi j'enseigne la DNL physique-chimie? Quel est mon parcours? Eh bien, je pense que ça vient déjà à la base d'un goût pour l'anglais qui vient de l'enfance, peut-être qui a été impulsé par une expérience d'apprentissage de l'anglais à la maternelle, dès la maternelle, donc peut-être aussi que ça m'a incité à poursuivre cet enseignement. Arrivée donc en poste au lycée, j'ai essayé aussi d'intégrer l'anglais au cours. Alors ça a commencé avec les TPE, les travaux personnels encadrés, qui est un enseignement donc bidisciplinaire. Et donc en première S, avec une collègue d'anglais, on a proposé donc cet enseignement qui a été très enrichissant pour les enseignants, pour les élèves. Après aussi une autre expérience en enseignement exploratoire, en méthode et pratiques scientifiques. Parallèlement, une demande d'ouverture de section européenne avait été demandée, qui a été assez difficile à obtenir, mais avec de la persévérance, on y est arrivé. Et donc, ça fait la 4e année que j'enseigne la DNL au lycée. Voilà. Après donc, cette satisfaction, ce plaisir de savourer l'ouverture de la classe, donc il a fallu se pencher sur les contenus, sur les activités à développer, sachant que le référentiel est extrêmement réduit, ça se limite à 4 thèmes. Et contrairement au programme, on dirait en physique-chimie, en français, on a un référentiel qui est extrêmement précis.
on a les savoir-faire qui sont bien explicités. Donc là, tout était à construire. Donc là, un questionnement aussi émerge. Qu'est-ce qu'on va faire, sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une contrainte d'1 heure par semaine avec les élèves et avec des élèves, un groupe de 24 à 25 élèves. Alors, donc, les préparant quand même à un examen, ce qu'il ressortait vraiment de la compétence à acquérir, c'était être suffisamment à l'aise à l'oral pour l'examen. Donc ça a été central dans ma démarche, c'est-à-dire il faut préparer les élèves à un oral, donc à une autonomie et une confiance. Essayer de les accompagner aussi à acquérir une confiance, puisque le jour de l'oral, ils ne connaissent pas le texte, c'est un texte nouveau. Ils peuvent rencontrer aussi un vocabulaire inconnu, ça peut arriver, et il faut parler pendant 10 minutes. Bon, au moins... 10 minutes, c'est maximum, mais enfin, arriver à parler 10 minutes sur un texte et après, être capable d'échanger avec le jury sur des sujets divers. Voilà, donc ça, c'est aussi pour l'élève quand même un objectif qui est difficile pour eux quand on leur présente l'épreuve. Donc, c'est arrivé à cette autonomie et cette confiance. Donc, sur les 3 années, j'ai essayé de développer donc, une succession d'activités, donc des activités progressives, et de leur donner des outils pour travailler la communication. Et ce qui a été intéressant justement dans cet enseignement, c'est toute l'approche qui est complètement différente de l'enseignement en français. Donc, l'autre problème qui se pose, c'est que dans 1 heure, si mathématiquement, on essaie d'établir le temps de parole d'un élève dans une classe, eh bien, si vraiment on essaie d'optimiser le temps de parole, on va arriver à 2 minutes, peut-être, de participation par élève. Comment faire pour développer au maximum l'échange à l'oral? Donc là, à partir de là, j'ai essayé de construire donc, des activités où le professeur donc, va avoir un temps de parole extrêmement réduit, ou peut-être un temps de parole pour un étayage, pour essayer bien sûr d'apporter quand même une correction, mais ce temps de parole doit être réduit, restreint. Donc les activités sont essentiellement tournées vers l'échange entre élèves. Et voilà, donc on essaie bien sûr d'acquérir des connaissances, bien sûr, mais avant tout, c'est d'essayer d'apprendre et d'échanger, de construire les phrases, voilà, d'arriver à construire cet oral et de faire en sorte que le jour de l'examen, ils aient de véritables outils pour pouvoir parler librement, le plus librement possible et avec le plus de confiance, d'être le moins impressionné possible. Voilà. Alors, les activités, je pourrais vous en parler si vous le souhaitez lors de l'atelier. Donc, j'anime un atelier tout à l'heure, l'atelier 14, où je pourrais vous présenter justement concrètement ces activités. Donc ces activités, il y a trois grandes familles d'activités. La première partie, lorsqu'on aborde une leçon, alors qui va être en lien bien sûr avec la physique et la chimie, il y a bien souvent une approche du vocabulaire, de certaines expressions en anglais, par le biais d'une association donc de mots. Les élèves vont essayer d'établir un lien entre une définition, un mot, et de façon à ce que cette première acquisition se fasse déjà de façon assez dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas, je ne donne pas le vocabulaire, l'élève doit associer une définition, un vocabulaire. En principe, les notions, quand même, sont plus ou moins, ont déjà été vues en français, donc ils ont déjà quelques notions. Donc c'est vrai que ça facilite pas mal les choses.
Après, on essaie de réinvestir tout ce vocabulaire par des situations où ils vont manipuler, où entre eux, ils vont réinvestir les expressions et essayer aussi en même temps de développer des savoir-faire aussi en sciences. Et une autre, après, pour essayer aussi quand même dans les activités, sachant que le texte à l'oral est quand même un écrit, donc de retravailler, d'aller retourner vers l'écrit, vers un document écrit, par le biais d'échanges d'informations entre les élèves. Donc là, chacun a un document qui est incomplet, ils doivent mutuellement échanger pour le compléter, et après, ils doivent produire un oral. Donc j'utilise aussi notamment le logiciel Audacity, où ils peuvent s'enregistrer, de façon à ce que chacun ait un temps de parole. Voilà. Bien. Donc moi, ma question, c'était, en allant voir les professeurs travailler à l'intérieur de dispositifs, donc, comme ce que vient de vous exposer Madame Lidoire, hein, la DNL, ou bien en allant voir ce co-enseignement qui existe maintenant dans les séries technologiques comme STI2D, STL et STD2A, par exemple. Ma question, c'était qu'est-ce qu'il y a de si différent et qu'est-ce qu'il y a de plus qui n'existe pas dans le cours de langue, dans ces cours qui intègrent le linguistique à d'autres savoirs disciplinaires. Alors, j'ai un petit peu envie de commencer par une phrase que j'ai entendue de la bouche d'un élève de STI2D. J'étais allée assister même deux remarques d'élèves parce qu'elles me semblent assez signifiantes. Donc, la première, c'était à l'issue d'un cours que j'avais observé de co-enseignement donc en STI2D. Les élèves avaient travaillé sur la maison passive et ils avaient travaillé par groupe de 5 élèves. Et donc, moi, j'ai assisté au match final où il fallait défendre son projet de maison passive devant la classe. Et là, vraiment, moi, j'ai jamais vu autant de participation que dans un cours comme ça, avec un anglais très sommaire, souvent erroné, mais une prise de parole, une aisance que j'avais rarement vue en lycée. Et à la fin du cours, quand j'ai dit, je me suis approchée d'un groupe d'élèves et puis j'ai dit, c'est comment ce cours par rapport au cours d'anglais? Et là, il y en a un qui a dit, oh mais madame, ça n'a rien à voir du tout, parce que vous savez, là au moins, on sait de quoi on parle, on a envie de parler, et il a ajouté, on ne fait pas semblant. Moi, j'ai trouvé ça assez significatif. Et un autre cours où là, il s'agissait donc dans ces co-enseignements, vous avez le professeur d'anglais et le professeur, enfin normalement c'est un professeur de langue, mais il se trouve que dans l'académie, puisque c'est la LV1 et que la LV1 souvent en série technologique c'est l'anglais, donc un professeur d'anglais et un professeur de technologie mènent le cours ensemble. Et là, les élèves avaient travaillé sur la bicyclette électrique. Et il fallait expliquer le mécanisme. Et les élèves ont expliqué le mécanisme au professeur d'anglais qui n'y connaissait strictement rien. Et donc, à la fin du cours, quand j'ai posé ma question, l'élève a dit « au moins, ça sert à quelque chose parce que la prof, elle n'y connaissait rien. » Voilà. Donc, je pense que très vite, on s'aperçoit que dans ces dispositifs, j'ai envie de dire que l'élève a un véritable terrain de jeu où vraiment, il y a un match qui se joue. Et c'est-à-dire qu'il y a une véritable contextualisation, il y a là vraiment, on est dans l'usage et on est dans le langage. Ça ne veut pas dire que le cours de langue va disparaître, bien loin de là. Donc je pense que vous avez pu voir que ces dispositifs, cette façon d'intégrer le linguistique à d'autres savoirs disciplinaires, vont donner du sens à l'apprentissage de la langue. Et je pense qu'en donnant du sens, on va aller vers une appropriation plus facile pour les élèves. On apprend en faisant. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental. On est motivé, et Dieu sait si la motivation, comme m'a dit cet élève, on ne fait pas semblant, et on a envie de défendre sa maison passive parce qu'on sait de quoi on parle. On a envie d'expliquer à la prof, parce que comme ça, pour une fois, c'est nous qui lui apprenons quelque chose. Voilà.
Bon, il y a aussi, mais ça a déjà été dit, hein, mais j'ai quand même envie de le reprendre, cet enrichissement culturel qui permet aux élèves de penser un petit peu autrement. Je pense que ça, c'est vraiment très, très important. On parle beaucoup de mobilité. Madame a parlé de mobilité. Hein. Je crois que pour préparer les élèves à la mobilité, il ne s'agit pas seulement de leur apprendre une autre langue, hein, mais ils vont être... je pense à ces élèves de lycée professionnel. Bon, dans l'Académie de Lyon, on fait un énorme effort pour développer les sections européennes. C'est pour ça que dans un lycée général et technologique, elles arrivent peut-être moins vite. Mais lorsqu'on a une demande de lycée professionnel, c'est vrai qu'on dit oui. Bon, bien sûr, on regarde le projet parce que ces élèves vont être appelés à faire des stages et s'ils peuvent faire des stages à l'étranger, c'est vraiment un plus pour eux. Et débarquer dans une entreprise à l'étranger quand on n'en a pas les codes, ça peut être assez catastrophique. Donc, cet enrichissement culturel, il est vraiment fondamental. Bien sûr, il y a aussi une mise à distance. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé, madame, de dépasser l'ethnocentrisme. Hein. Je crois que Dieu sait si on en a besoin en France. Et donc, que les élèves ne crient plus cocorico et vivent l'Hexagone et apprennent à penser un petit peu différemment. Je crois que dans les cours de DNL, les professeurs s'y emploient beaucoup. Je crois qu'on peut le dire. Voilà, et pas seulement en histoire-géographie, hein, dans toutes les autres DNL. Voilà. Donc je pense vraiment que cette construction de cette compétence de communication que tous les professeurs de langue ont à cœur hein, de faire, de développer, je crois qu'elle a sa continuité dans ces dispositifs donc, qui mêlent le linguistique et une autre discipline. Je crois que c'est un peu un lieu où les élèves peuvent affûter leurs outils, c'est-à-dire vraiment les affûter parce qu'ils sont dans la pratique et ils voient vraiment sur quoi ça débouche. Alors tout à l'heure, je disais que bon, on les développe. Et moi, je suis assez frappée de voir que, par exemple, alors l'Éducation nationale adore les acronymes. En collège, il y a le fameux HDA, c'est-à-dire Histoire des Arts. Les élèves préparent un projet hein, autour avec des professeurs de disciplines différentes et apprennent à regarder une œuvre d'art avec des points de vue différents. Et on a de plus en plus des questions, puisque les professeurs ont cette manie de dire est-ce qu'on a le droit ? Oui, vous avez le droit, pourvu que ça ait du sens, vous avez le droit de tout faire. Donc, on nous demande souvent est-ce qu'on a le droit de laisser les élèves faire un petit bout de leur présentation en anglais ou en allemand ou en espagnol ? Oui, bien sûr. Présenter Guernica en espagnol, oui, pourquoi ? Enfin... Ça fait sens, me semble-t-il. Donc, on voit bien que l'idée fait son chemin. Tout à l'heure, vous avez évoqué les TPE. C'est vrai aussi qu'en TPE, on encourage. Si le travail a été fait, une partie du travail a été fait en langue, bien sûr qu'on va le présenter en langue. Voilà. Donc, je pense vraiment que le cours de langue n'est pas mort, hein, parce que je crois que la construction de l'outil, il faut qu'elle se fasse. Mais lorsqu'il y a une continuité dans un dispositif tel que la DNL, le co-enseignement, etc., bon, en primaire aussi, on le voit, hein, j'aurais pu commencer par ça, parce qu'en primaire, les professeurs des écoles ont une liberté que les professeurs de collège et de lycée n'ont pas. Ils ont la classe, ils ont les élèves toute la journée, donc ils ont le droit, enfin, en tout cas, ils se donnent le droit de perdre du temps, entre guillemets. Moi, je me souviens, dans les années 90, j'ai eu la chance d'intervenir, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de professeurs des écoles qui assuraient les cours de langue. Donc, on faisait appel à ce qu'on appelait des intervenants extérieurs, voilà. Et j'allais dans une école primaire, et c'est vrai que j'ai travaillé avec des professeurs des écoles, par exemple sur des heures d'évolution, je ne sais plus comment on appelle ça, gymnique ou je ne sais plus, corporelle peut-être, enfin le cours de gym quoi, pour faire cours, eh bien on l'animait tous les deux. Et donc moi j'essayais d'introduire des interactions et on parlait anglais et on apprenait en faisant. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bonjour, je vous prie de m'excuser. Le français, c'est pas ma langue maternelle. Et je perds un peu mes moyens parce que je suis entre une inspectrice et un très bon prof de français. Donc... Mais bref, je fais de mon mieux, vous allez m'excuser. Je suis sud-africaine, de nationalité sud-africaine.
En Afrique du Sud, j'ai étudié la linguistique et l'anglais. J'étais passionnée par la linguistique déjà à l'époque. Et surtout aussi, j'ai fait une maîtrise sur le sujet de l'apprentissage de LV2. Donc c'était ma passion depuis toujours. Je travaillais aussi en tant que chercheur dans une université par la suite. Et j'oublie jamais des super expériences que j'avais à l'époque où j'avais à peu près une trentaine d'infirmières noires d'un hôpital à Soweto en Afrique du Sud, pendant l'apartheid d'ailleurs, qui sont venues pour un cours. Et je n'oublierai jamais, c'était absolument une expérience incroyable pour moi. Et je n'oublie jamais le jour quand ils ont chanté Blowing in the Wind. Et tout le monde entendait ça. Et je me suis dit, c'est ça qui est l'enseignement. Il faut que ça soit ludique, il faut que tout le monde aime ce qu'ils font. Donc pour moi, c'est ce que je crois profondément. Je crois absolument que l'élève apprend quand il voit du sens et aussi quand c'est ludique et quand il prend le plaisir. Si c'est LV2 ou LV1, pour moi, je suis convaincue, c'est pareil. C'est pour ça que je suis vraiment tout le temps avec toutes mes classes, en train de rechercher les projets, l'interdisciplinarité. C'est bon, Laurent? Donc, je fais ça et je suis absolument ravie depuis que je suis à l'École internationale de Manosque, où effectivement on a 35 ou peut-être un peu plus, Laurent, de nationalités. C'est très riche, mais aussi c'est très difficile. Si j'ai appris quelque chose, ça fait 5 ans que je travaille dans cette école, c'est qu'aujourd'hui je sais que je ne sais pas, parce que c'est très très difficile. C'est très difficile et on apprend tous les jours. J'apprends tous les jours et je me rends compte que c'est très difficile, il faut tout le temps s'adapter, il faut être très très sensible, il faut être très à l'écoute des élèves. On a un élève qui vient du Japon, et on a un élève qui vient par exemple des États-Unis et l'approche est complètement différente. Donc il faut vraiment beaucoup de psychologie, beaucoup de compréhension et ça c'est très riche, mais c'est aussi difficile parce qu'il faut toujours penser aux élèves. D'ailleurs, pour moi, personnellement aussi, on est pareil, c'est l'élève au centre de ce qu'on fait dans la classe. C'est pour ça que je travaille énormément avec des projets, avec les différents professeurs, beaucoup avec le prof d'art plastique d'ailleurs, mais aussi j'ai déjà travaillé avec le prof de SVT et mes maths pour trouver des liens. Donc, quand Peter et Rita sont venus à l'école et l'occasion se présentait de travailler avec Laurent, là, j'étais un petit peu choquée. Je me suis dit, là, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à travailler avec le professeur de français. Comment on va lier le français et l'anglais? Donc ça, pour moi, c'était un petit peu... il fallait un peu de temps pour que je m'habitue. Mais après, on était très créatifs. Je laisse la parole à Laurent et après on continue, Laurent. Je peux vous dire que le côté ludique dans les cours de René, je peux y souscrire pleinement. On a des classes mitoyennes. Alors moi, je l'entends chaque fois que je fais cours, le côté ludique dans sa classe, qui est un grand plaisir. Alors, moi, j'ai un parcours qui est un peu différent de celui de René. Je suis venu à l'enseignement sur le tard, après être passé par le théâtre essentiellement, et j'ai commencé à enseigner dans un contexte de français langue étrangère, puisque mon premier poste c'était dans un lycée agricole en Pologne. Alors enseigner le français à des futurs agriculteurs polonais, il y a un côté exotique dans cette histoire-là qui vous remet bien à sa place pour la langue des Lumières, etc. Bon. Ensuite, plus sérieusement, j'ai très vite pu enseigner en Pologne dans un lycée bilingue. Au moment où on remettait en place, donc après au début des années 90, ce qu'on appelait la nouvelle génération des enseignements des établissements bilingues. Et une expérience extrêmement riche puisque j'ai pu participer en tant que lecteur, donc affecté dans un établissement, à toute la mise en place, la construction du curriculum, la définition des épreuves d'examen. Et j'étais formé dans cette réflexion et ce questionnement, mais qu'est-ce que c'est qu'un enseignement bilingue, un enseignement intégré? En tant que français dans l'établissement, je travaillais beaucoup avec mes collègues de DNL et mes collègues de français pour évaluer les apports que les deux, également, non seulement les apports linguistiques, mais également les apports des deux cultures scolaires, deux cultures pédagogiques françaises et polonaises pouvaient échanger dans la construction de ces cours. Et
je vous passe quelques détails. Et je suis donc fin d'une mission en Pologne et puis en Lituanie. Et j'ai été affecté au lycée international de Manosque en me disant chouette, je continue dans le bilingue. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Aussi étonnant que cela puisse paraître, enfin, d'après moi, hein, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais quand même, dans un contexte où effectivement il y a peut-être plus d'une trentaine de nationalités différentes, hein, où il y a des sections linguistiques en anglais, en allemand, en italien, en japonais, en chinois, à l'école maternelle en hindi, éventuellement en coréen, pourquoi pas, en espagnol aussi également. Bref. En fait, une école internationale, ce n'est pas du tout le concept d'une école bilingue, et je m'en suis rendu compte. Les élèves qui s'inscrivent dans ces établissements, où on doit rentrer en principe sur un test linguistique, sont réputés être des enfants, des élèves qui ont la compétence d'un locuteur natif dans la langue de section. En fait, théoriquement, la seule langue étrangère dans une école internationale, c'est le français. Bon. Ça remet les choses en place, mais c'est un peu ça. Mais alors ça donne finalement la possibilité qu'on pourrait très bien chacun faire notre enseignement dans notre coin, un enseignement très ronronnant, et en fait c'est une juxtaposition en parallèle d'enseignement monolingue. Et a priori, je comprends effectivement le questionnement de René, mais qu'est-ce qu'on peut avoir à faire ensemble? Professeur de français, puis professeur d'anglais. Chacun mène sa barque. Moi, professeur de français, je dois conduire un programme qui est défini par le ministère de l'Éducation nationale français pour des petits Français. Voilà. Mes collègues d'autres disciplines, d'autres langues, en fait, eux suivent un programme qui est souvent négocié avec le pays partenaire. Hein, et je ne remets pas en cause d'ailleurs le principe, puisque à terme, les élèves qui ont suivi cet enseignement devraient pouvoir à tout instant réintégrer leur enseignement national. Donc je ne remets pas du tout en cause cela, hein, qu'on comprenne bien mon propos. Voilà. Mais je trouve qu'on arrive à des aberrations du fait que, alors de manière très générale, en fait on passe à côté d'une richesse culturelle, d'une richesse d'échange qu'on ne met pas en pratique. Alors c'est vrai que ça se fait naturellement dans la cour de récréation, et puis j'exagère aussi, parce qu'entre collègues d'une même discipline, collègues d'histoire ou collègues de sciences, il y a des échanges aussi, mais a priori, on n'est pas porté pour cela. Ça induit encore, moi je trouvais, pour moi une aberration complète, le jour où, échangeant avec ma collègue de littérature italienne, et on parlait justement des chapitres du programme, de la progression, je dis en théâtre, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, on a Molière au programme. Regarde, t'as Molière, mais tu fais quoi? Je vais faire l'avare. Attends, tu sais que je l'ai fait en dernier avec eux, avec la classe, je l'ai fait l'an dernier avec eux. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps à faire du Molière? Fais-leur du Goldoni. Fais-leur du Goldoni. Et elle a dit, mais je peux pas. Mais j'ai mon programme du ministère de l'Éducation nationale italien. Bon, alors... voilà, il y a toutes ces contradictions, qui sont en fait à l'origine de ce questionnement. Alors, notre idée que nous avons avec René, c'est de dire, comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous les deux des professeurs de langue et de littérature. Alors, j'ai oublié quelque chose aussi, c'est que je dois suivre le programme français, mais on a des horaires qui sont tronqués. Parce que, comme finalement, il faut trouver du temps d'enseignement pour d'autres choses, donc les horaires sont tronqués. Alors, quand je faisais remarquer que lorsque les programmes officiels prévoient, par exemple, 4h30 de français en 6e, pourquoi finalement, moi, j'ai que 3h30, je me rends compte que c'est un peu juste. Et on m'a fait cette réponse merveilleuse de dire, mais vous comprenez, ils ont les cours de langue et littérature en langue de section, donc c'est pas la peine d'en rajouter sur le français. Je caricature, mais c'est un peu ça. Je dis, d'accord, prenons les choses au mot. Et je commençais à se dire, donc on travaille avec René, puis on en parle aussi avec d'autres collègues d'autres langues, mais comment on pourrait, quelque part, optimiser notre travail, rationaliser notre enseignement. C'est bon, c'est un peu bête de dire des choses comme ça, un peu naïf de dire, mais après tout, une fois qu'on a appris ce que c'est qu'une métaphore, qu'on l'a appris en français, en anglais, on le sait après dans toutes les langues. Et c'est pas la peine que moi je repasse un cours à expliquer à des élèves de 6e ce qu'est la métaphore, si René l'a fait avec ses élèves. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a commencé, du coup on s'est dit, il faut commencer par un bout, et on a commencé à travailler sur... des séquences de cours que nous avions en commun. Hein. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est quand même assez rapidement, on a quand même montré le contexte, vous donner
quelques exemples de notre travail. Je laisse René expliquer alors, brièvement un travail qu'on a fait l'an dernier avec une classe de 3e autour de Roméo et Juliette, d'une part. Et puis, je développerai le travail que nous avons fait cette année sur une séquence sur le fantastique avec une classe de 4e. Donc, en anglais, c'est-à-dire que je suis obligée en 3e, j'ai étudié quelques romans et aussi les pièces de théâtre. On a étudié, par exemple, donc Roméo et Juliette. Donc, ce qu'on a décidé avec Laurent m'avait dit « Oh, mais ça tombe bien parce que lui aussi, en 3e, il a fait pareil. » Donc là, on était très heureux tous les deux parce qu'on se disait que là, on peut trouver des choses à faire. Donc, c'est-à-dire, Laurent et moi, on a passé beaucoup de temps ensemble avant. Et on a décidé ce que Laurent va faire par rapport à Roméo et Juliette et ce que je vais faire moi. On a décidé de ne pas faire la même chose, mais de faire une complémentarité de choses. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les personnages, characters, personnages, les thèmes et la langue et language and style. Donc ça c'était ce que je me suis concentrée sur ça. Laurent, il a fait autre chose, beaucoup d'autres choses d'ailleurs, mais une des choses qu'il a fait, Comparative Film Studies, pardon Laurent. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'était une séquence très bien faite dans le manuel sur lequel je travaillais, qui était un travail en fait sur l'image, une comparaison de la mise en scène de Roméo et Juliette avec le film de Baz Luhrmann, je crois qu'il s'appelle, et puis celui de Zéphir Elie. Et donc moi je suis axé vraiment sur ce travail de l'image. Donc, ce qu'on a décidé, Laurent, il a énormément travaillé par la suite sur les techniques utilisées dans les films, le storyboard, et il a passé beaucoup de temps pour expliquer les techniques en regardant ces films et en étudiant ces deux films. Donc ça, c'était tout un travail très, très, très important qu'il a fait. Moi, on a décidé que je ne ferais pas ça, sauf que j'ai traduisé tous les termes qu'il a utilisés en français et sans rien dire aux élèves. Par la suite, j'ai demandé aux élèves de prendre un extrait de la pièce et de l'acter. Et c'est-à-dire, mais d'utiliser des techniques qu'ils connaissaient. C'est-à-dire que là, ils ont fait d'abord un storyboard en anglais et par la suite, ils ont acté ça, mais c'est-à-dire acté et filmé. Mais le but était d'utiliser les film techniques, les techniques qu'ils ont appris en français. Donc, ça, c'était une expérience très, très, très intéressante parce que sans rien dire, on voulait voir s'ils vont intégrer ce qu'ils ont appris en français dans ce projet. Donc, finalement, c'est super bien passé. C'était très bien sans rien dire. Ils ont compris des choses et ça, pour nous, c'était une victoire parce qu'ils ont effectivement en anglais, en faisant leur petit projet de petits films qu'ils ont réalisés, ils ont utilisé les techniques qu'ils ont appris en français. Et ça, c'était une expérience incroyablement réussie, je pense. Oui, et de même, bien sûr, lorsqu'on a travaillé sur la comparaison des deux mises en scène, le fait qu'ils aient travaillé avec la pièce, qu'ils connaissent intimement la pièce, d'avoir travaillé avec René, a énormément facilité ce travail, bien entendu. Donc là, on a été vraiment très heureux de vérifier à quel point cette complémentarité de travail pouvait être pertinente. Ce qui nous a encouragé à continuer avec une classe de 4e sur le thème du fantastique. Pourquoi ? Parce que bon, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et puis, je me rends compte on s'est rendu compte que là, il y avait au XIXe siècle, si on compare des écrivains comme Maupassant et des écrivains comme Mary Shelley, on se rend compte que le fantastique dans la littérature anglo-saxonne et dans la littérature française, je pense notamment à Maupassant, c'est pas exactement la même chose. Les préoccupations, ce qu'on met même sous le terme de fantastique est différent. En Allemagne, bon, avec Hoffmann, avec les films là, de Nosferatu le vampire, enfin bon, c'est aussi autre chose. Donc on dit on va travailler là-dessus, l'objectif étant de leur faire sentir, les amener à percevoir justement cette différence culturelle. Et de pouvoir s'y situer tout ça. Précisons cette classe, elle concernait 16 élèves. Alors, vu de mon point de vue, oui, 16 élèves, section germanophone et section anglophone.
Donc les élèves germanophones, la collègue n'a pas, même s'il a traité le fantastique également dans son cours, n'a pas directement travaillé étroitement avec nous. Dans cette classe, il y avait un élève germanophone absolument débutant en français, hein, et puis 2 élèves, un néerlandais anglophone et un autre germanophone avec un niveau très faible en français. Voilà. Du côté de René en anglais, ces élèves étaient regroupés avec une autre classe de 4e en section anglaise, donc des élèves qui, eux, ne suivaient pas le même programme en français. Et parmi ces élèves de cette classe, il y avait une élève qui ne parlait pas un mot d'anglais, voilà, qui avait cependant atterri dans la classe, ce qui fait que tout ça ne simplifiait pas les choses. Une classe réputée comme assez faible, d'ailleurs, en plus, dans l'ensemble dans la classe. Voilà. Alors, que dire pour la mise en œuvre de la séquence? Je vais quand même essayer d'aller assez vite. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement dire qu'on a voulu vraiment préparer le terrain en construisant, René et moi, un plan de séquence, sachant que chacun poursuit des objectifs très différents. Moi, je voulais surtout essayer d'explorer avec eux, voilà, la lecture de certains textes, comprendre la notion de fantastique chez Maupassant, pour aller très vite, tout de suite, vers l'écriture. Et donc, énormément donner de moyens axés sur l'écriture, de vocabulaire, de tournure syntaxique, de caractériser le registre, en fait. Hein. René, elle, précisera son travail, mais a surtout centré autour de son travail autour du roman d'Oscar Wilde, un portrait de Dorian Gray, et du personnage d'Oscar Wilde. Voilà. Alors, ce que je pourrais dire, moi, pour conclure, c'est que beaucoup de choses ont été, je pense, assez positives. J'ai quand même remarqué que si les élèves pouvaient faire un lien entre ce qu'ils voyaient en anglais et dans le cours de français, c'était toujours sur notre sollicitation. Jamais rien ne se faisait spontanément. C'est pas, ah ben oui, tiens, en anglais, en fait, c'est pas pareil. Non, il fallait nous le solliciter. Moi, ce que j'ai remarqué en tout cas, première chose. Deuxièmement, je me suis rendu compte après coup qu'il nous a manqué de préciser encore davantage nos objectifs et d'arriver à une sorte d'évaluation commune qui aurait pu peut-être fixer davantage les choses. En tout cas, le bilan que j'en retire, c'est que nous, ça nous encourage à avancer dans ce travail-là, à poursuivre l'expérience, peut-être avec d'autres classes. Et je pense que l'étape préalable, c'est de travailler de manière encore plus précise en amont sur un genre de curriculum idéal de conduite d'un cours de littérature en français et en anglais. Voilà. Merci Laurent. Donc, juste pour rajouter un petit peu, donc pour moi, en anglais, on a regardé des extraits de Dracula de Frankenstein parce que je voulais quand même que les élèves comprennent bien un peu l'histoire littéraire. Par la suite, on a passé, comme Laurent a dit, la plupart de la séquence avec Dorian Gray. Ce qui était intéressant pour moi et Laurent, c'était justement, et ça, on a essayé de solliciter des élèves, mais on avait aussi c'était aussi un peu des contraintes au niveau où on n'avait pas assez de temps. On voulait voir, pour moi c'était important, et pour Laurent, pour que les élèves voient un peu l'aspect culturel. Comment en français, depuis dans la littérature, c'est Maupassant, Laurent, comment how he treats the subject, comment il fait avec ce sujet de peur, par exemple, et comment ça se passe en Dorian Gray et Dracula et Frankenstein, qui est complètement différent. Donc là, c'était cet aspect culturel. On aurait vraiment aimé que les élèves voient ça, qu'en français, on a autre chose, les écrivains en français, et c'est très, très culturel, c'est très différent qu'en anglais. Et pareillement en allemand. Donc, effectivement, je suis d'accord avec Laurent, malheureusement, je pense qu'on n'avait pas assez de temps pour travailler sur cette séquence parce qu'on n'avait pas assez de temps. Beaucoup de cours ont été annulés pour diverses raisons. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est souvent avec cette classe-là, c'était difficile pour eux peut-être de voir l'intérêt des deux cours et de voir qu'on était en train de faire quelque chose, de construire quelque chose ensemble.
Et je pense aussi, malheureusement, beaucoup des élèves sont un petit peu formatés, que là, je suis dans le cours d'anglais, là, je suis dans le cours français. C'est quand même un travail difficile, même avec notre expérience positive avec Romeo et Juliette. Quand on dit qu'on était content, c'est-à-dire qu'il y avait sur une classe de 24 élèves, il y avait 4 ou 5 élèves qui sont venus nous dire que oui, merci, c'est super, on a vu le lien. Mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi par rapport aux élèves, il y a un travail à faire et on comprend que tout est tellement dans les comportements que c'est difficile même pour les élèves. Il faut qu'on nous ouvre aussi l'esprit des élèves et les enseignants et tout le monde. Mais bref, on est sur le bon chemin et là, avec les 6e, avec Laurent, on recommence notre projet. Merci beaucoup pour votre temps. Je m'en étais un peu long, désolé. Oui, bon, alors moi je ne peux pas vraiment parler d'expérience personnelle parce que en fait, j'ai jamais enseigné la PNL. Mais alors, ce que je propose de faire, c'est d'essayer de répondre à la question de Gabriela du point de vue d'un chercheur. Et en changeant un peu la question, comment l'enseignement en immersion peut modifier notre manière d'appréhender les savoirs en jeu. Et donc, ce que j'essaierai de faire, c'est de répondre à cette question de façon théorique et ensuite mettre ensuite la problématique en relation avec le projet de René et Laurent. Donc, ce que je voudrais faire, c'est donc adopter la position selon laquelle il y a une certaine perméabilité des frontières entre des disciplines linguistiques, disciplines non linguistiques et en langue étrangère, et une discipline non linguistique en langue maternelle. Alors, dans l'enseignement d'une langue étrangère, la langue est à la fois l'outil de la communication et l'objet de l'apprentissage. Et en tant que chercheur et formateur des enseignants des langues étrangères, de l'anglais pour le secondaire, je pars toujours de ce principe que l'apprentissage doit se faire dans la communication, en impliquant des élèves dans des activités de construction de sens, en réception et en production, et en les articulant en même temps sur d'autres activités de focalisation, analyse et réflexion sur la langue. Et c'est cette alternance de ces deux modes de traitement, deux modes de travail qui va produire un traitement élaboré et complexe et une appropriation approfondie. Mais en même temps, on peut dire que dans les activités en classe de langue étrangère, implique aussi en général la mise en œuvre de savoirs épistémiques. Parce qu'il y a souvent des savoirs culturels et des thématiques, des savoirs que les élèves possèdent déjà et qui ont donc le rôle dans le développement des compétences langagières ou qui construisent en même temps que la langue cible. Alors maintenant, pour l'enseignement d'une discipline en langue étrangère, on peut dire que la langue étrangère est aussi l'outil de la communication de la classe. Mais son utilisation n'est pas générée par des tâches linguistiques et communicatives orientées vers l'apprentissage, mais par des activités définies en fonction des besoins de la discipline. En outre, la langue étrangère constitue sur un plan cognitif l'outil de médiation de l'apprentissage de la discipline. C'est ce qui rapproche cet enseignement d'un enseignement en langue maternelle. Dans l'apprentissage de toute discipline, le langage remplit un rôle essentiel puisqu'en dénommant les concepts, il sert à les construire, à classer et à structurer les savoirs. Alors, ce qui caractérise l'enseignement d'une discipline en langue étrangère par rapport à l'enseignement en langue maternelle, c'est que la langue n'est que partiellement maîtrisée et qu'elle est donc présupposée, perçue ainsi par les enseignants et les élèves. Ce qui fait que, dans le meilleur des cas, les savoirs disciplinaires et la langue vont se construire ensemble en se structurant mutuellement. Alors,
enfin, dans l'enseignement d'une discipline en langue maternelle, le langage est toujours et aussi, a aussi ce rôle primordial pour la construction des savoirs. Mais par rapport à l'enseignement d'une langue étrangère, les enseignants ont souvent tendance à considérer la langue comme stable et maîtrisée, alors qu'en réalité, elle ne l'est souvent pas. Donc, ce que je voudrais conclure de tout ça, c'est que la définition du type de l'enseignement dépend non seulement des facteurs constitutifs du contexte de la classe, la nature des savoirs en jeu, le niveau hétérogénéité des élèves, la langue et la culture en présence, mais aussi des représentations que se font les enseignants, souvent influencés par le contexte institutionnel, par rapport à la manière dont les différents savoirs s'articulent entre eux dans le processus d'apprentissage et aux parts relatives qu'ils doivent avoir dans le dispositif pédagogique. Donc maintenant, je vais donc passer au projet de René et Laurent. Laurent a présenté le contexte et il a des choses qui m'ont aussi frappé, qu'en fait, on est dans un contexte où il y a assez complexe, où il me semble qu'il y a une tension entre un pôle plurilingue et un pôle unilingue ou monolingue. Parce que d'une part, chez les élèves, il y a cette grande diversité de cultures et de langues, et dans chaque classe, une hétérogénéité de niveau entre les élèves dans la langue d'enseignement. Et de notre côté, les professeurs enseignent dans la langue maternelle respective une matière, c'est le cas de René et de Laurent, une matière qui est en lien avec la culture d'origine. Et donc, ils vont avoir tendance, pour cette raison, à adopter plutôt une posture monolingue. On constate, par exemple, qu'il y a très très peu d'alternance codique dans les cours. Nous réalisons cette recherche en ce moment, donc c'est une recherche en cours. Nous avons analysé on avait fait des enregistrements vidéo des deux séquences construites en parallèle. Et nous avons aussi passé des entretiens avec une douzaine d'élèves qui étaient dans les deux classes. En fait, certains n'étaient pas dans les deux classes parce qu'il y avait aussi des élèves allemands qui étaient dans la classe de Laurent, mais qui avaient fait, il me semble, ils m'avaient fait un peu la même problématique, les mêmes thématiques, je veux dire, littéraires, en allemand. Donc, on a choisi donc de porter notre analyse sur trois axes principaux. D'abord, l'exploration de la manière dont les objets conceptuels et linguistiques sont introduits et émergent dans les deux classes pendant les interactions didactiques. Soit par le professeur, soit par les élèves, parce qu'il y a quelquefois, ce sont les élèves qui vont reprendre des concepts, peut-être des concepts sur lesquels ils ont déjà travaillé dans l'autre classe. Donc il y a cet aspect-là. Et puis notre idée, c'était aussi d'essayer de voir comment ces concepts et ces mots évoluent dans la séquence par des reprises et des reformulations. Donc, quel type d'enchaînement ils vont suivre pendant la séance, et aussi de voir comment ils évoluent, comment ils sont repris au fil des séances suivantes. Alors, donc, on commence juste d'analyser tout ce corpus. Il y a une vingtaine d'heures
de vidéos. Mais on peut, pour donner un exemple, on peut distinguer, il me semble, entre deux postures concernant donc, le disciplinaire et le linguistique. D'une part, je parlerai d'une approche top-down, où on a une interaction didactique qui va partir plutôt des mots pour aller vers les concepts. Par exemple, je peux prendre un exemple du cours de Laurent qui pose la question « Qu'est-ce que c'est pour vous le fantastique ?» Donc c'est une question qui dans le premier cours, qui en fait avec ses élèves génère, oui, moi je vais faire ça, oui, génère une interaction très riche. Et ce qu'on va voir là, c'est que, basé sur les connaissances antérieures, qu'ils vont vers une définition de plus en plus précise du concept, en passant par la formulation d'autres mots concepts analogues. Donc, c'est une posture qui va privilégier un travail disciplinaire en induisant une classification des concepts. Et d'autre part, on peut parler d'une approche bottom-up qui va au contraire partir du concept pour aller vers des mots. Bon, alors, je vais donc peut-être deuxième. Non, je finis. Donc, je finis. Bon, voilà. Puis tu as oublié de dire qu'il parle aussi en mononcle, donc on peut, je pense, passer la parole à Gabriel. Alors, merci beaucoup pour des interventions très riches. Alors, j'aimerais tout de suite laisser en fait la place à des questions, peut-être des questions précises par rapport aux interventions, mais aussi la place à un échange avec les intervenants. J'avais une question par rapport à la première intervention au Luxembourg, puisque alors moi je suis au CASNAV de Lyon, plutôt premier degré, mais je pense aussi au deuxième degré. Donc c'est une question que je pose aussi à la salle, puisque moi ce qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est une idée effectivement qui peut venir à l'esprit, c'est les contenus, donc un enseignement en langue française, mais dont les contenus identiques sont transmis dans une autre langue. Et je pense aux situations des UPE2A et voir dans quelle mesure effectivement, parce que quand on accueille les enfants en UPE2A, il y a une espèce de rupture au niveau des contenus, puisqu'on arrête de leur enseigner dans la langue qu'ils connaissaient et on essaye de les enseigner en français. Alors UPE2A, c'est les classes d'accueil des enfants allophones, hein, les nouveaux arrivants, en fait, les élèves arrivant en France. Donc voilà, ça fait réfléchir à ça. Est-ce que cette idée de donner des contenus dans la langue d'origine pour finalement faire une sorte de tuilage entre l'avant et le présent, et de leur permettre d'accéder à la langue française à travers des contenus qu'ils auraient pu travailler dans leur langue d'origine. Voilà, j'ai retenu cette idée-là de votre exposé. Alors, c'est une question ouverte en fait à la salle aussi. Oui, possible. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire. Je l'entends plus comme un commentaire général. Oui, ce n'est pas une situation que je connais, donc je ne vais pas... Enfin, si je peux intervenir sur cette question, moi je lirai là derrière la prise en compte de la langue d'origine du nouvel arrivant. Et peut-être manifester à travers ce type de dispositif, hein, ce genre de proposition, le fait que, bien sûr, apprendre le français pour intégrer un enseignement, un système scolaire en français, n'est pas faire une croix sur sa langue d'origine, que ce soit le kurde, voilà. Et peut-être que ça peut être un signal intéressant à donner à ses élèves, outre le fait qu'effectivement, ça leur permet de ne pas avoir de rupture dans les enseignements. Voilà, moi, c'est ce que je répondrai. Moi, je feuilletais un peu les livres qui étaient là à l'extérieur, et puis il y en a un où le terme d'hospitalité revenait. Enfin, c'est pour moi la question aussi de construire la confiance, de construire l'ouverture, de construire le fait que ce n'est pas parce que vous arrivez ici maintenant que vous devez oublier soudainement toutes vos expériences, vos connaissances, vos bagages, etc. Et dans le système luxembourgeois, on a parfois des situations un peu aberrantes, à l'école maternelle notamment, puisque donc, c'est un système luxembourgeois, français, luxembourgeois, alphabétisation en allemand, et puis introduction du français
français à l'école primaire, où on a des enfants qui sont, par exemple, francophones, mais qui on interdit de parler le français à l'école maternelle pour ensuite leur réenseigner les bases de leur propre langue. Donc, vous voyez, alors j'entends bien aussi de nouveau l'idée que pour des raisons, c'est une langue d'intégration, le luxembourgeois, une espèce de lingua franca qui fait que les 49% d'étrangers peuvent communiquer entre eux, etc. Donc il y a des enjeux forts à maîtriser et comprendre cette langue, mais ça amène à des situations parfois aberrantes d'oubli de tout ce qu'on sait, voire de déni et de dénigrement. Et pour moi, ça me semble très important de travailler dans mes cours, justement, le contraire de ça, parce que je trouve qu'on bloque des apprentissages. En termes de ce qu'on vise à long terme, on perd des opportunités, on s'empêche des apprentissages qui sont quand même ceux qu'on vise, en plus, dans le programme. Donc pour moi, ça c'est absurde. Donc voilà, ce sera ma réaction. Et finalement, si je peux me permettre, tu as parlé de confiance par rapport à cette situation des enfants et le lien avec leur langue d'origine. Et Catherine Lidouard avait aussi parlé de confiance dans cet autre contexte des DNL, donner confiance aux élèves pour communiquer dans la langue étrangère. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Oui, il y a la confiance et la valorisation aussi d'où je viens. Et tous les ans, il y a dans les établissements du secondaire ce qu'on appelle la fête des langues. Et moi, j'avais vu quelque chose d'assez intéressant et j'espère que ça va prendre de l'ampleur lors d'une fête des langues dans un établissement d'éducation prioritaire où on a de multiples langues qui sont cachées. Les professeurs avaient donné l'occasion à des élèves venant d'origines très très différentes d'animer un atelier sur leur propre langue. Et c'était assez fantastique parce que les élèves entre eux ont vraiment joué et ont adoré apprendre de leurs camarades. Et ça a vraiment valorisé certains élèves et je pense qu'il y a des idées à creuser. Oui, sur ces premières questions, si je peux me permettre de réagir quand même, parce que c'est un sujet tellement crucial. Il me semble avoir compris de ce que j'ai pu lire, regarder, entendre, c'est que les opérations cognitives, elles sont liées à la langue dans laquelle ces opérations se sont produites chez un enfant. Et donc permettre à des enfants allophones de remobiliser ces opérations cognitives qui passent nécessairement par la langue d'origine, s'ils ont eu cette scolarisation, c'est le seul moyen de leur permettre de s'approprier de nouveaux concepts dans la langue de scolarisation, en l'occurrence le français. Et il y a des expériences, par exemple, de Roland Cummins qui sont fantastiques, où dans des groupes, on permet en travail de groupe à des enfants qui ont les mêmes langues de pouvoir remobiliser sur un temps limité, contrôlé, mais ces facteurs de réussite, de valorisation et de réussite également ces élèves dans les opérations cognitives. Mais j'aurais une question, si vous permettez, c'est chose qui m'a tout à fait interpellé sur Manosque, votre expérience fantastique, je trouve remarquable de mise en synergie des apprentissages, de complémentarité. Il y a une phrase que vous avez prononcée qui m'a interpellé quand vous avez dit, je crois que c'est vous, madame, on fait des choses en relation sans rien dire. Pourquoi sans rien dire? C'est ça qui m'a interpellé. Oui, c'était justement intéressant parce qu'on ne voulait pas forcer des choses, justement, parce qu'on se disait que si on dit ça, ça va devenir un petit peu artificiel. Donc on voulait voir si les élèves eux-mêmes, ils peuvent découvrir cette complémentarité sans qu'on leur guide. C'est-à-dire avec le premier groupe, on ne l'a pas fait, avec le deuxième groupe, on l'a fait un peu quand même. Mais c'est-à-dire que c'est pas qu'il faut jamais le dire. C'est-à-dire il faut peut-être effectivement, on a bien expliqué dès le début, surtout pour le deuxième groupe, on a sur le fantastique, on a expliqué à la classe parce qu'ils étaient quand même, c'était un petit peu stressant aussi parce qu'on était filmé pendant plusieurs semaines. On était, c'est plus stressant pour les profs des fois, mais on a bien expliqué aux élèves là, dans ce cas-là, ce qu'on faisait. Là, on a expliqué ça. Pour le premier groupe, par contre, quand on a fait Roméo et Juliette, là, surtout, on n'a rien dit. Et c'est-à-dire que, parce qu'on voulait voir si les élèves eux-mêmes, ils pouvaient découvrir ça. Mais c'est-à-dire par respect aussi. Il faut effectivement tout expliquer aux élèves. Mais pour nous, c'était, Laurent, si je me rappelle bien, c'est comme ça qu'on a fait, oui. Oui, c'est-à-dire que quand on leur a dit on va travailler ensemble sur le fantastique, voilà, c'était clair, évident pour les élèves. Maintenant,
Ce qu'on ne leur a pas livré, c'est les attentes que nous avions en se disant peut-être qu'ils vont remarquer et formuler eux-mêmes les différences de traitement du registre fantastique chez Mary Shelley, Oscar Wilde et chez Maupassant, par exemple. Là, on ne voulait pas déflorer ce registre-là, par exemple, ce point-là. Mais ce qui était un petit peu dommage, c'est que les élèves, ils ont justement pas trop trouvé. Donc peut-être il vaut mieux peut-être dans ce cas-là, il vaut mieux les guider un peu. Donc c'est-à-dire c'est là où je vous ai dit aussi, on apprend nous aussi tout le temps. Donc oui, et si je peux me permettre de rebondir aussi par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que tu as dit aussi un peu pendant ta présentation, ce qui est intéressant, c'est que finalement vous êtes dans un contexte plurilingue, mais il y a presque un traitement monolingue jusqu'à ce que vous travailliez sur ce projet des différents apprentissages et des différentes disciplines. Et tu as dit une chose, vous avez beaucoup parlé des élèves, tous d'ailleurs, et je trouve que c'est passionnant pour ça, parce que les élèves étaient vraiment au centre de vos interventions. Tu as dit que les élèves, finalement, eux-mêmes, ils avaient du mal à faire ces passerelles parce qu'ils étaient formatés. Et peut-être que justement, en explicitant plus et en coupant ces barrières, on a parlé de... C'était Laurent Gaillot dans sa conférence qui a parlé aussi de cette question et de cette approche tubulaire. Là, finalement, les enseignants sont dans des tubes, mais les élèves sont aussi dans des tubes. Oui. Et il faudrait, peut-être en verbalisant et en... Et je me permets de dire aussi que ce qui nous a aussi interpellés, en tout cas moi, ce qui m'a interpellé aussi à agir, c'est que à force de suivre des enseignements aussi compartimentés, bien parfois on remarque qu'il y a en fait des rivalités, des tensions entre communautés linguistiques ou communautés nationales, et éventuellement aussi entre collègues, des tensions qui naissent, alors que au contraire, le projet d'une telle école devrait aller vers l'inverse complètement. Voilà. Et donc ça, quand même, je trouve ça un peu préoccupant. Bon, faut pas, on n'est pas à se taper dessus quand même, mais bon. Un dernier mot, Michel, peut-être, et puis on va conclure. Oui, simplement par rapport à ces liens à faire entre des disciplines, moi, ça m'évoque un très beau projet qui est en place pas loin d'ici, dans un lycée de banlieue, comme on dit, où les professeurs de langue, donc les élèves ont tous 2 langues, et donc les professeurs travaillent à partir d'une thématique identique, en posant le problème un petit peu différemment. Et c'était très intéressant de voir que les élèves n'aiment pas faire la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, faire le développement durable en anglais, en espagnol, et puis après en allemand, etc., jusque-là. Là, les professeurs ont travaillé... Alors, j'ai un exemple très précis. C'était sur les detective stories, enfin, les histoires policières. Et en fait, ce que voulaient faire les professeurs, c'était leur montrer que le personnage du détective, à travers les cultures, à la fois, il y a des constantes et puis des différences. Et dès l'instant où ils ont présenté la chose comme ça a fait sens pour les élèves. Ils se sont régalés et ils ont fabriqué des petits romans photos avec le détective allemand, le détective italien, le détective espagnol et le détective anglais. C'était extraordinaire. C'était vraiment intéressant. Voilà, merci. On peut finir là. Merci pour votre intérêt, pour vos interventions très riches. Merci. Merci à vous.